Salut les jeunes! Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la vidéo précédente, à savoir Antigone, mais on va s'intéresser cette fois-ci aux différentes déclinaisons du mythe. Et c'est parti! Antigone fait partie de l'une des deux grandes familles maudites de la Grèce antique, en l'occurrence les Labdacides. Pour faire court, c'est l'une des deux filles d'Œdipe et Jocaste. Mais si, vous savez, le type qui a tué son père biologique sans le savoir, épousé sa mère toujours sans le savoir, qui lui a fait 4 gamins, et puis qui, finissant par l'apprendre, s'est crevé les yeux pour aller mourir sur les routes. Bon, ben lui. Bon, et donc ce gars-là, avec sa mère, il a pas chômé, il a donc eu 4 enfants. Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Je vous passe les détails, mais en gros, les deux frères se disputent le trône et finissent par s'entretuer. Sauf que Créon, l'oncle, le frère de Jocaste, décide tout seul, unilatéralement, que seul l'un des deux frères recevra les honneurs funèbres. Il en prend un, en l'occurrence Éthéocle, qui défendait la cité de Thèbes, et il lui rend les honneurs funèbres et tout le tralala. En revanche, il choisit de laisser pourrir le corps de son deuxième neveu, Polynice, et de le laisser aux chiens, aux charognards, aux vautours, à tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, il interdit à quiconque de lui rendre les honneurs funèbres. L'idée, c'est montrer qui est le patron, en gros. Antigone, qui ne supporte pas d'assister impuissante à la lente pourriture du corps de son frère en place publique, décide de lui rendre les honneurs funèbres en secret. Évidemment, elle se fait attraper et elle est donc condamnée par son oncle à être emmurée vivante. Voilà, en gros, c'est ça. Antigone est considérée comme un mythe fondateur en Occident et pas seulement dans le milieu restreint du théâtre. C'est une héroïne qui incarne beaucoup de dimensions différentes. De fait, elle va être un peu reprise à toutes les sauces. Rapidement, elle va servir d'alibi afin de mettre en lumière, de parler, de dénoncer certaines pratiques historiques ou politiques. Bref, encore aujourd'hui, Antigone est très utilisée et c'est ce que nous allons tenter de regarder d'un petit peu plus près. Pour ce faire, j'ai fait une petite sélection de livres qui traitent de façon plus ou moins frontale du mythe, histoire de vous montrer qu'en fait on trouve un peu de tout. J'ai essayé, autant que faire se peut, de ne pas aller piocher que dans le théâtre, mais bien entendu c'est une liste non exhaustive parce qu'il y a énormément de choses. Que voulez-vous? Il fallait bien faire des choix, je ne peux pas tout lire et encore moins tout acheter. Malheureusement pour moi, fort heureusement pour ma bibliothèque. Mais entrons donc dans le vif du sujet. Je vais partir de la base, même s'il y a plus ancien, c'est-à-dire Sophocle, simplement parce que c'est la version du mythe probablement la plus connue, la plus traduite et la plus reprise encore aujourd'hui. Il existe des versions antérieures, dont 2, il me semble, où Antigone ne meurt pas à la fin, épouse Aimon, a un enfant de cette union, mais c'est loin d'être la version la plus utilisée et la plus connue, c'est donc pas celle qui va nous intéresser là, pour cette vidéo. Je vais essayer de vous exposer le plus clairement possible ce qui transparaît dans ces différentes versions et pourquoi justement elles sont intéressantes. Une chose qui me paraît d'importance, c'est de bien comprendre que dans la tragédie, la fin est toujours inéluctable. C'est-à-dire que sans être physiquement présents, les dieux sont pour autant omnipotents. Tout le principe de la tragédie réside dans le fait que peu importe contre quoi les personnages sont en lutte, ils se noieront de toute façon. Ils n'ont pas la moindre chance de s'en sortir et on le sait dès le début. Ce qui est important dans la tragédie, ce n'est pas de savoir si les personnages vont s'en sortir, puisque de toute façon, ils ne vont pas s'en sortir. Ce qui importe, c'est de savoir de quelle manière ils vont se confronter au destin, aux dieux, et globalement affronter les épreuves qui vont être mises sur leur chemin. En gros, l'important, c'est le paraître. Au final, peu importe le fait de mourir, le tout, c'est de mourir avec classe. Cette idée-là se retrouve dans toutes les réécritures d'Antigone. Elle n'a, de toute façon, pas la moindre chance d'échapper à son destin. D'autant que son propre nom ne laisse que peu de mystère sur ce qui va lui arriver. En grec, anti veut dire contre, sans grande surprise. La seconde partie de son nom, Gonée, est parfois traduite comme l'origine, la famille ou même la lignée. Antigone, c'est donc celle qui est contre la lignée. En bref, c'est celle qui refuse la maternité, refuse de fonder une famille et qui met volontairement
enfin à s'aligner. C'est Antigone qui éteint définitivement les Labdacides. Chez Sophocle, il y a tout ce poids de la tragédie. On sent bien que personne ne pourra y faire quoi que ce soit. Tout a d'ores et déjà été décidé. Pour autant, les choses ne sont pas statiques. Par exemple, il y a un personnage qui est extrêmement mouvant en fonction des versions. Il s'agit de Créon, le frère de Jocaste et l'oncle d'Antigone. Chez Sophocle, Créon est un tyran qui abuse du pouvoir et dont l'obstination mène à la mort de sa nièce. C'est également le cas chez Racine, Cocteau, Brecht et Jean-Pierre Siméon. Face à lui se dresse sa nièce, fruit d'une relation certes involontaire, mais tout de même incestueuse. Il faut savoir qu'en Grèce antique, la femme n'est pas vraiment mieux considérée que les esclaves, les étrangers et les enfants. Elle n'a pas d'âme, n'a donc pas le droit d'être citoyenne et donc de fait de participer à la vie de la cité, et bien entendu, elle doit être soumise en tout point à un pouvoir masculin, de préférence autoritaire. Antigone, en plus d'être le fruit d'un inceste, ose se dresser face à l'autoritarisme de Créon. Elle vient soudainement occuper à la fois l'espace public, mais également empiéter sur l'espace politique, espace traditionnellement dévolu aux hommes, on l'aura compris. Cela, Créon ne peut ni le supporter, ni même le tolérer. Toutefois, la pièce de Sophocle présente une petite particularité qui va être très peu reprise par la suite. Ici, en effet, Créon, tout despote qu'il soit, assène une pensée qui est à la fois politique mais également judiciaire, en ce sens qu'il considère que chacun doit être égal devant la loi. Il ne plie pas pour sauver sa nièce parce que pour lui, la loi doit être la même pour tous. Tenter de sauver sa nièce serait mettre à bas ce qui pour lui ne peut pas et ne doit pas être transgressé. Cette obstination le rend odieux précisément parce que tous les autres personnages tentent d'amadouer ses sentiments. Or, Créon se situe sur un autre plan que sur celui des sentiments. Il ne sauvera pas sa nièce parce que ce serait injuste dans la mesure où il ne l'aurait pas fait pour un autre. D'ailleurs, Antigone ne le demande pas, elle ne veut pas être sauvée. Le devin Tirésias est celui par qui tout est révélé et notamment l'inéluctabilité de la tragédie. Restons une petite seconde en Grèce antique pour préciser que j'ai également relu les 7 contre Thèbes d'Échille, mais que je ne m'y attarderai pas et ce pour 2 raisons. La première, c'est que, sans surprise, comme son nom l'indique, Échille s'attarde surtout à décrire la guerre des 7 chefs que Polynice a ralliés à sa cause pour essayer de récupérer la ville de Thèbes. La seconde raison, c'est qu'Antigone n'apparaît qu'à la toute fin de la pièce, et plutôt brièvement, dans un morceau qu'on soupçonne d'avoir été ajouté après la mort d'Échille par un autre auteur. Racine est un cas très intéressant dans cette reprise du mythe, et j'emploie à dessein le mot « reprise » parce que pour le coup il ne s'agit vraiment pas d'une simple réécriture. Racine s'approprie complètement l'histoire et la tourne à sa sauce. Alors oui, bien sûr, il a 23 ans quand il l'écrit, mais il est néanmoins tout à fait conscient que c'est une pièce qui s'adapte peu à ce que recherche le théâtre de son siècle. Néanmoins, il en a fait quelque chose de vraiment très différent. Dans La Thébaïde ou Les Frères ennemis, Racine choisit déjà de démarrer son intrigue avant la mort des 2 frères. Ils sont donc toujours en vie une bonne partie de la pièce. Et ce n'est pas seulement l'histoire d'Antigone qui se joue, mais toute la fin de la famille des Labdacides. Jocaste est toujours en vie dans cette pièce, contrairement à Oedipe. Ismène et Tirésias, eux, n'existent carrément pas du tout. La reine tente par tous les moyens d'apaiser la haine de ses fils. Antigone n'occupe qu'un rôle mineur et est renvoyée dans la cage dorée des personnages féminins dans les tragédies du XVIIe siècle. À savoir celle de l'amante et sœur éplorée, qui voit impuissante se refermer les filets du destin sur l'homme qu'elle aime et les frères qu'elle voudrait sauver. La pièce prend d'ailleurs tellement ses distances avec celle de Sophocle qu'ici Créon, en plus d'être un tyran, est également un traître de la pire espèce. C'est effectivement lui qui s'active depuis leur naissance à monter l'un contre l'autre Éthéocle et Polynice et à exciter leur jalousie mutuelle. Si Jocaste et Antigone se rendent bien compte de la machination ourdie par Créon, elles ne sont que des femmes et ne peuvent agir que par des larmes et des suppliques qui, on s'en doute, sont sans effet sur ces messieurs. Chez Racine, Créon vise le trône depuis longtemps et l'obtient, non sans y avoir quand même laissé 2 fils dans la bataille, ce qui semble être la seule ombre à son tableau vengeur parfait. La particularité de la réécriture de Racine réside dans le fait que malgré ce qu'il en dit, sa pièce s'éloigne considérablement de la vision antique du mythe. Les hommes guerroient, les femmes pleurent, le traître gagne, globalement c'est plus propre et plus lisse que ce qu'on trouve en Grèce antique.
C'est une tragédie qui correspond presque en tout point à ce qu'on attend d'une tragédie française au XVIIe siècle. En gros, Racine écrit pour son époque. Cocteau, Brecht et Siméon, dont je ne cherche pas évidemment à dénigrer le travail, se sont eux contentés de réécriture du mythe de Sophocle. C'est-à-dire qu'hormis l'écriture et quelques sous-entendus ou références liées à la période à laquelle ils l'ont écrit, il n'y a pas grand-chose qui diffère de la vision sophocléenne du mythe. Cocteau écrit en prose quand Brecht et Siméon versifient leurs textes. Attention, versifier, pas rimer. D'ailleurs, dans le cas de Brecht et Siméon, il s'agit de ce qu'on appelle des vers libres, donc ce ne sont en aucun cas des alexandrins. Brecht, toutefois, insère en prologue une brève scène qu'il situe en 1945 entre deux sœurs, un frère et un SS. Ce prologue lui sert de tremplin, en quelque sorte, avant de passer au mythe proprement dit. Bref, ces versions sont très intéressantes, mais à mon sens, davantage d'un point de vue littéraire et esthétique que d'un point de vue théâtral. Anouilh, lui, n'a pas craint une seconde de se réapproprier complètement le mythe. Il écrit en prose, insère un personnage qui n'existe absolument pas dans le mythe chez Sophocle, à savoir une nourrice pour les deux princesses, et supprime complètement et simplement le devin Tirésias. En plus de tout ça, il ne va pas hésiter à utiliser à tire-larigot les anachronismes. Chez lui, par exemple, Créon se retrouve brutalement roi après que ses neveux se soient entretués. Il ne voulait pas du trône, mais il n'a pas le choix, il faut bien quelqu'un pour diriger la ville. Il ne désirait pas le trône et ne le prend pas de gaieté de cœur. Ce pouvoir, il n'en veut pas. Fatalement, ça le rend moins antipathique que dans les autres versions. Ici, justement, ce sont les sentiments qui priment sur la loi qu'il a édictée lui-même. Il ne veut pas tuer sa nièce, il tente même de la sauver. Il va jusqu'à proposer de faire tuer les gardes afin que personne jamais ne sache ce qu'a fait Antigone. Dans cette version, c'est elle qui court au trépas. Et si Créon peut apparaître cruel dans sa scène seule avec Antigone, il ne fait pas cela pour la peiner ou la pousser dans la tombe, mais bien pour faire valoir son point de vue et sa décision. Ici, la fatalité de la tragédie semble peser moins lourd parce que le destin n'entre pas en ligne de compte, les dieux non plus d'ailleurs. Ce qui se joue est profondément humain. Les sentiments des uns heurtent ceux des autres sans jamais se rencontrer ni même se comprendre. Antigone enterre son frère par amour. Créon, lui, édicte son arrêt parce que la ville a besoin pour la diriger d'un puissant dont la main ne tremble pas. Mais aucun des deux ne fait ce qu'il fait de gaieté de cœur. J'ai lu 3 réécritures non théâtrales du mythe. D'abord un roman, il s'agit de l'Antigone d'Henri Bochot. Antigone y est moins raide, moins sûre de sa position. Créon est également plus complexe, tantôt un tyran, tantôt un vieillard fatigué. Il n'est ni totalement bon, ni totalement mauvais. La plupart du temps, il est souvent entre les deux. Henri Bochot prend des distances avec la vision antique du mythe. Il démarre notamment son roman bien avant la mort des deux frères, permettant au lecteur de les connaître plus intimement, d'en savoir davantage sur eux. Il en fait également des jumeaux, ce qui n'est jamais spécifié dans les autres versions où l'on se contente de savoir qu'ils sont frères. Chez lui, en revanche, Antigone reprend cette place de dissidente d'un point de vue politique. Elle se dresse contre ce pouvoir en sachant qu'elle va perdre. Elle n'a déjà pas réussi à sauver ses frères. L'aspect tragique est très présent chez Henri Bochot, ce qui est intéressant dans le cadre du roman. Ça l'est d'ailleurs d'autant plus que le récit est écrit à la première personne et que c'est Antigone qui raconte elle-même les événements qui lui arrivent à elle et à sa famille. Pour rester chez Henri Bochot, il écrit en 2008, à la demande du compositeur Pierre Bartholomé, un livret d'opéra qui s'intitule « La lumière Antigone ». Si j'ai lu le poème, je ne suis en revanche pas parvenue à trouver la moindre trace de cette musique. Si vous y arrivez, n'hésitez pas à le signaler. Le poème met en scène Antigone durant son trajet pour être emmurée vivante. Elle va faire la rencontre d'Anna, jeune actrice ou chanteuse d'aujourd'hui qui s'apprête à monter sur les planches pour jouer justement Antigone. C'est alors un dialogue poétique qui se joue devant nous entre une héroïne tragique et son interprète d'aujourd'hui. Se pose la question de la pertinence d'un mythe, de la façon dont il traverse le temps et surtout de la résonance qu'il a quand il est réutilisé aujourd'hui dans une société radicalement différente de celle qui l'a façonné à la base. Enfin, j'ai lu une BD de Régis Penet qui prend pour base la version
sophocléenne du mythe et en propose une lecture à la fois littéraire, esthétique, mais également philosophique. Si lui aussi prend quelques libertés avec la vision antique du mythe, il y reste toutefois assez fidèle. Seul Créon est globalement moins un tyran qu'il n'y paraît à première vue. C'est visuellement assez fort et plutôt bien construit. Et enfin, on arrive aux réappropriations du mythe. Pour commencer, j'ai lu un essai de Françoise Duroux qui s'intitule « Antigone encore, les femmes et la loi ». C'est un ouvrage intéressant, mais attention, il est très spécialisé. La question y est surtout de savoir ce qu'Antigone transgresse. Est-ce qu'il s'agit de la loi divine, celle de la cité, ou celle des hommes? Et elle, surtout, comment se situe-t-elle au milieu de tout cela? N'existe-t-elle qu'en tant que femme, sœur ou fille? Ou bien a-t-elle une existence différente due au fait qu'elle entre volontairement dans l'espace public et qu'elle l'occupe? Voilà, plutôt grossièrement, les questions posées dans cet ouvrage. J'ai ensuite lu la BD Antigone de Maud Bégon, qui utilise ce mythe et le mêle à des références savamment distillées à la Lolita de Nabokov. Elle raconte ainsi l'histoire d'une adolescente en camping qui s'ennuie au bord de la piscine, lit l'Antigone d'Anouilh et se rêve en héroïne tragique jusqu'à ce qu'arrive un homme qui a le double de son âge et qui la regarde avec envie. Ici, Antigone sert clairement de prétexte pour raconter autre chose. C'est d'ailleurs aussi le cas dans les deux ouvrages qui suivent. Le premier tient plus du roman graphique que de la BD et il s'agit d'Antigone peut-être de Martine de Lerme. Ici, sous la forme d'un long poème illustré, Martine de Lerme convoque la figure d'Antigone pour parler des enfants sacrifiés et notamment celle des petites filles. Malgré un sujet délicat et difficile, l'ouvrage est très beau et très doux. C'est une appropriation qui n'est pas dénuée de sens. Le dernier livre est de nouveau un roman. Il s'agit du 4e mur de Sorge Chalandon. Il raconte l'histoire de Georges, jeune metteur en scène français qui, à la demande d'un ami metteur en scène, part à Beyrouth en 1982, en pleine guerre du Liban, afin d'y monter l'Antigone d'Anouilh. Je ne veux pas trop en dire parce que je risquerais de spoiler très rapidement l'histoire. Là encore, la figure d'Antigone est un prétexte pour raconter autre chose. La guerre, ses ravages, les dissensions politiques, religieuses, l'art qui se dresse face à la barbarie humaine, ce genre de choses. C'est un magnifique roman, très dur toutefois. Un mythe comme celui d'Antigone est très révélateur. Il a permis par maintes et maintes reprises de raconter bien des choses. Antigone cependant a souvent été reprise comme une figure de résistance à une oppression d'ordre politique. Elle est celle qui se dresse et qui dit non, celle qui va mourir de s'être dressée face à ce qui ne peut être rompu. De fait, elle devient l'héroïne tragique par excellence, celle qui se sacrifie. C'est d'ailleurs ce que les penseurs catholiques feront d'elle sur le principe de l'agneau sacrificiel, même si c'est discutable d'un point de vue purement historique. Antigone a été largement récupérée, à la fois par les théologiens, les philosophes, Hegel par exemple, les psychanalystes, Lacan notamment, ainsi que les politiques. Et c'est sans compter les écrivains, évidemment. Autant dire ce mythe a inspiré le plus grand nombre. Mais si l'on fait une généralité, Antigone sert souvent les sphères politiques et militantes de par le courage dont elle fait preuve en se dressant face à la tyrannie de son oncle. Là-dessus, une fois n'est pas coutume, je vais vous abandonner sur une question. Pour bien des gens, Antigone est l'héroïne tragique absolue dans cette histoire. Pour ma part, j'aurais tendance à me demander si ce n'est pas Créon, le héros tragique de cette histoire. Il perd toute sa famille, jusqu'à sa femme et ses fils, et quand arrive la fin de la pièce et qu'il réclame, du moins chez Sophocle, le droit de mourir, cette unique demande lui est refusée. Il faut bien quelqu'un pour diriger la cité, et il n'y a plus que lui. Alors, qu'en pensez-vous ? Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas, on ne perd pas les bonnes habitudes, un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire, on en sera on ne peut plus ravis. Quant à moi, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.